Nous vous retrouvons aujourd'hui sur le plateau de Lady vous écoute avec des femmes toujours. Une actualité bien sûr, celle du Mali. Notre sujet s'intitule Nord Mali, non au viol des femmes, au viol des fillettes. Car en effet, la situation a progressé, s'est empirée pourrait-on dire. Et en regard de cela, nous avons aujourd'hui d'autres femmes encore qui sont des femmes engagées bien avant ces événements-là. Des femmes qui s'organisent et qui lancent un appel à toutes les femmes, à tous les hommes de la diaspora en France pour un sitting qui se tiendra jeudi, donc demain, jeudi 19 avril 2012 à 18h au Quai d'Orsay. Merci de recevoir avec moi mes trois invités. Madame Kadiatou Diabira, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue sur ce plateau. Vous êtes la médiatrice de l'association Entraide Espoir. Exactement. Vous aurez l'occasion de nous présenter ce que vous faites au sein de votre association. Vous êtes du sud du Mali, on parle beaucoup du nord du Mali, c'est bien cela. Oui. Avec nous sur le plateau, Ramata Koulibaly. Bonjour madame. Bonjour. Merci à vous d'être là. Vous êtes la présidente de la Fédération des femmes maliennes de France. Vous êtes aussi la coordinatrice générale adjointe du collectif des Maliens de France pour la paix, en abrégé CMFP. Oui, c'est bien cela. Et juste à vos côtés, Hanatou Maïga, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être présente. Vous êtes étudiante en communication, en journalisme précisément. Merci à toutes les trois d'être là, de nous apporter des nouvelles, on va dire fraîches, de ce qui se passe aujourd'hui au Mali. Depuis le 22 avril, bientôt un mois, je disais que la situation s'est empirée. Est-ce que c'est exact? Est-ce que c'est pessimiste? On peut dire les deux. Oui. On peut dire les deux parce que depuis, bon, les choses ont quand même évolué dans la mesure où nous avons un président par intérim qui est M. Dioncounda Traoré, qui était le président de l'Assemblée nationale et de droit, c'est lui qui remplace le président quand il y a un problème. En l'occurrence, là, M. Amadou Toumani Touré a démissionné, donc c'est M. Dioncounda Traoré qui, de droit, prend l'intérim. Et puis depuis hier, nous avons un Premier ministre qui a été nommé et donc nous pensons que les choses, en tout cas institutionnellement, sont en train de s'améliorer. Donc cela dépend d'où on se place quand je dis les choses s'empirent, parce qu'on entend parler ceux dont on n'avait pas connaissance au préalable de viol au nord du Mali. C'est aussi en partie ce qui a peut-être suscité cette volonté de mobilisation, cet appel lancé à toutes les femmes en France. Exactement. Au début des événements, les femmes ont subi des violences et des femmes ont été violées, les petites filles. C'est vrai que notre mobilisation aujourd'hui, c'est dire stop à ces viols parce que nous condamnons avec fermeté ces viols sur les femmes. Même si la situation s'améliore, ces femmes sont toujours blessées dans leur corps, dans leur dignité. Donc nous nous mobilisons aujourd'hui et nous demandons à toutes les femmes, parce que si une femme est attaquée dans sa dignité, c'est comme si toutes les femmes sur la terre sont attaquées dans leur dignité. Donc nous devons nous mobiliser pour soutenir ces femmes et les accompagner dans cette situation. Merci Kadiatou. Hanatou Maïga, étudiante en journalisme, une actualité comme celle-là, vous êtes déjà par la force des choses sur le terrain? Effectivement, parce que j'ai déjà eu même à traiter quand même des dossiers sur la situation, la crise au nord. Et comme les deux dames venaient juste de le dire, en fait, au-delà des pillages qui ont été effectués, particulièrement dans les régions de Gao et Tombouctou, il y a aussi les viols. Il y a même des particuliers qui ont été pillés, ils ont pris des voitures par-ci, par-là, ils ont pris des motos chez les particuliers, donc en plus les institutions, les différentes banques qui ont été pillées, brûlées, la police. Aujourd'hui, aucune institution ne fonctionne, aucun institut ne fonctionne dans les trois régions du Nord Mali, particulièrement les régions de Gao et Tombouctou. Donc il y a aussi les viols, comme elle vient juste de le dire, les viols qui ont été commis sur des filles, aussi des femmes. Donc c'est des actes qu'on condamne, des actes inacceptables aujourd'hui au Mali, même si au niveau de Bamako, la constitution commence à se rétablir un tout petit peu. Au nord, nous, on a l'impression que la situation ne change pas. Parce que jusqu'à présent, on ne parle pas, on a comme l'impression aujourd'hui qu'ils sont préoccupés par autre chose que par la sécurité dans les régions Nord Mali. Ramata, est-ce que vous pouvez nous indiquer pourquoi cette mobilisation, ce sitting est au Quai d'Orsay? Quels en sont les objectifs précisément? Nous nous mobilisons, nous les femmes, et nous aurons certainement nos maris, nos frères derrière pour nous soutenir, parce que
avec la rébellion, disons bien la rébellion, il y a eu le MNLA, qui est un groupe Touareg que moi je qualifie de terroristes, qui sont venus après la guerre en Libye, sont venus avec des armes lourdement armées, et ces armes-là, ils ont plus d'armes que l'armée malienne. Donc ces gens-là ont pris d'abord nos villes. Et les gens ayant eu peur de la guerre, il y a beaucoup de femmes et d'enfants qui sont jetés dans les rues, surtout dans les rues, sur les chantiers pour fuir cette guerre-là. À Gao, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cassé les hôpitaux, ils ont cassé les maternités, ils ont cassé les CESCOM. Les CESCOM, c'est les centres de santé communautaires, ont été cassés. Les pharmacies ont été cassées. Alors, dans une ville, les écoles ont été cassées, les lycées, les bibliothèques. Et comme disait Anatou, les institutions. Mais dans une ville, quand on s'attaque aux éléments de base, c'est-à-dire les établissements de base que constitue la santé, je pense qu'il y a un cri d'alarme qu'il faut faire. Et ce cri d'alarme-là qui nous mène aujourd'hui à nous lever pour dire il y a quelque chose qui se passe au nord. Ça s'est passé à Gao, à Tombouctou, c'est pareil. Et là, à Tombouctou, nous avons la grande bibliothèque qui est à Tombouctou, dans lequel se trouvent des œuvres mondiaux, si on peut dire, qui datent même l'UNESCO même a lancé un appel pour que justement ces œuvres-là soient sauvées. Soient sauvées. Oui. Et au jour d'aujourd'hui, je disais bien tout à l'heure, il y a MNLA, mais avec MNLA, la complicité de MNLA, nous avons eu en Sardine. En Sardine, ce sont des groupes islamistes, djihadistes qui veulent installer la charia chez nous. La charia, nous, on ne connaît pas la charia. Le Mali est musulman, disons, à 80 ou à 85% musulmans. Mais on n'a pas demandé qu'on institue la charia chez nous. Et au jour d'aujourd'hui, toute femme qui se permet de sortir sans être couverte, mais la femme est fouettée. Vous imaginez, sans compter les viols au départ, bon, pareil, ça a un peu diminué, mais quand même, comme disait Kadiatou, le viol, c'est le viol. La femme violée se sent dans sa chair agressée, se sent vraiment humiliée dans sa chair. Et sans compter que si ça s'est rétabli, vous ne pouvez pas sortir, vous ne disposez pas de vos moyens. C'est quelqu'un d'autre qui décide à votre place de dire vous ne sortez pas si vous n'êtes pas habillé, si vous n'êtes pas couvert de la tête aux pieds, sinon vous êtes fouetté et vous êtes chez vous. Il y a quand même quelque chose d'indignant, il y a quelque chose qui suscite l'indignation, et c'est pour cette raison-là que nous avons dit stop, et nous lançons un cri d'appel pour toutes les femmes qui sont indignées comme nous le sommes de venir nous soutenir le jeudi 19 à 18h au métro Invalide au Quai d'Orsay. Alors, nous sommes mercredi, donc la veille de ce sitting-là. Un appel lancé à toutes les femmes et à tous les hommes, indique votre communiqué de presse, qui se sentent indignés par cette situation-là et des situations analogues. La question que je vous posais, pourquoi un sitting au Quai d'Orsay et pas ailleurs? Au Quai d'Orsay, parce que là, on pourrait donner un message au ministre des Affaires étrangères. Oui. Voilà, pour demander un soutien de protection de cette communauté qui est en difficulté. Et parce que bon, c'est quand même lui qui est en charge, il est ministre des Affaires étrangères, et c'est quand même lui qui est en charge de pouvoir gérer cette situation. Voilà. D'autant plus que cette situation a été créée, nous le disons haut et fort, a été créée par la guerre au Liban. Ce sont les effets en Libye, excusez-moi, en Libye, ce sont les effets collatéraux de la guerre en Libye. L'OTAN a bombardé la Libye, mais c'est ça, la Libye, mais ce sont ces armes-là, ce sont les armes qui ont été volées en Libye, qui ont traversé. En plus, le Mali n'a pas de frontière avec la Libye. Donc, il y a eu bien quelque part, quelque chose qui s'est passé qu'on ne comprend pas, que ces rebelles-là ont pu traverser le désert nigérien pour venir avec combien de véhicules et d'armements lourds pour venir attaquer le Mali. Donc là, nous disons que la France et l'OTAN sont complices. Et donc, étant donné qu'ils ont créé cette situation au Mali, il faut qu'ils trouvent la solution. Voilà.
Nous allons avoir au téléphone des personnes justement qui se trouvent sur place dans un moment. Mais quel regard journalistique, en l'occurrence, portez-vous sur cette situation? Aller vers le ministre des Affaires étrangères alors qu'on est en train de dire ça et là, oh, mais l'ingérence des pays occidentaux en Afrique, on ne sait plus où donner de la tête véritablement. Oui, parce que d'abord, le MNLA, dans un premier temps, c'était depuis le mois de janvier, le MNLA a été reçu par le Quai d'Orsay. Le jour de leur marche, ils ont fait une marche au niveau de l'Assemblée nationale de Paris et ils ont été reçus au Quai d'Orsay. De deux, à travers le ministre des Affaires étrangères, nous voudrons aussi lancer notre appel, c'est-à-dire nous voulons atteindre toute la communauté internationale parce que c'est lui qui est chargé des affaires étrangères. Donc, on veut atteindre aussi au-delà des frontières françaises, c'est-à-dire toute la communauté internationale. Donc, pour nous, le ministre des Affaires étrangères est aujourd'hui le personnage idéal pour pouvoir atteindre notre objectif. C'est pour cela que nous voudrons aller au niveau du Quai d'Orsay et remettre notre motion au ministre des Affaires étrangères. Combien de personnes attendez-vous? En avez-vous une idée seulement? Nous attendons au moins 500. Sinon, et plus si affinité. Alors, vous avez choisi de venir sur ce plateau et je vous en remercie pour effectivement mobiliser le maximum de personnes. Vous pensez que ça change la donne? Il va recevoir votre motion, mais est-ce qu'il va compter les personnes? S'il y en a 3 ou s'il y en a 500 ou encore plus, est-ce que ça change quelque chose pour lui? L'importance est de lui remettre la motion. Qui sera signée par toutes les personnes présentes d'ailleurs? Que comptez-vous faire? Qui sera signée, la motion est signée par les associations, voilà, et qui lui seront remises. Voilà. Nous sommes en direct, bien sûr, pour vous rappeler que vous pouvez participer à la discussion d'aujourd'hui. Je voudrais rappeler, vous aussi, qu'en dehors de ces événements, bien avant cela, vous êtes déjà engagés dans la vie associative, l'association Entre Aide et Espoir. Que proposez-vous justement au public qui vient vous voir? Nous intervenons sur le 19e arrondissement, 19e Nord. Et nous accompagnons les personnes dans leur démarche administrative. Surtout, c'est la population immigrée, issue de l'Afrique subsaharienne, et toute l'Afrique. Et puis, c'est ouvert à toutes les personnes qui sont en difficulté. Et donc, c'est pour les démarches pour obtenir un logement, pour la régularisation des papiers, pour remplir les dossiers et faire l'écrivain public aussi. Au-delà de cela, on fait aussi des activités liées à la création du lien social. Parce qu'on sait que quand on vient dans un pays qui n'est pas le sien, on est confrontés à des difficultés, surtout il y a la barrière de la langue. Donc c'est pour aider ces populations à s'intégrer dans la société française. Qu'attendez-vous justement que les femmes se disent? Parce que mobiliser, dire venir au Quai d'Orsay, au métro Invalide, d'accord, l'appel est lancé, mais chacune peut-être va se demander, mais qu'est-ce que je vais y faire? Je vais juste là, peut-être qu'il pleut, peut-être qu'il fait encore froid. On l'a vu depuis quelques jours sur la place parisienne. Et après ce sitting? Après ce sitting, ça continue toujours, la mobilisation continue. Nous avons le samedi, nous avons un concert de beaucoup d'artistes africains et non africains pour faire une collecte pour pouvoir venir en aide aux populations déshéritées dans le Nord, surtout les populations déplacées et les populations qui ont eu au départ, parce qu'en fait ce conflit au niveau même de ATT a commencé par le fait que des soldats ont été égorgés à Galloc, à peu près le 17 janvier. Il y a eu des militaires qui ont été surpris dans leur camp militaire et ont été égorgés, les mains liées et égorgées. Et c'est là les parents, les femmes et les mamans qui ont eu leurs enfants égorgés se sont indignés et sont allés voir le président de la République pour pouvoir relater ce problème, que c'est pas normal que des soldats non armés, que les soldats maliens ne soient pas armés et qu'ils se font égorgés sans avoir à se battre. Donc toutes ces familles-là qui ont perdu les tiens dans ces conditions-là, nous leur venons également, nous faisons des collectes pour pouvoir aussi leur venir en aide. Et, voilà la continuité. Et puis toutes les semaines, nous allons essayer de faire un sitting quelque part. La mobilisation, on ne va pas l'arrêter tant que la situation ne se régularise pas dans le Nord. Parce que présentement, c'est vrai qu'à Bamako, ça bouge, les institutions sont en train de se mettre en place, mais dans le Nord, rien ne bouge.
Le Nord, pour lequel il y a eu le coup d'État, on a l'impression que ce Nord-là est complètement oublié et que le coup d'État et la recherche de la place, de trouver des postes est plus important que ce Nord dans lequel les gens souffrent. Au jour d'aujourd'hui, à Gao, à Tombouctou et à Kidal, les gens, on a des villes fantômes. Les gens qui sont restés, c'est ceux qui ne peuvent pas partir. Sinon, nous avons près de 210 000 personnes qui sont parties dans les pays voisins, c'est-à-dire en Mauritanie, au Niger, au Burkina Faso et en Algérie. C'est énorme, c'est énorme. Donc là, il y a quelque chose à faire et nous avons l'impression que le Nord, qui était au centre du conflit, est en train d'être oublié. Et c'est urgent, c'est urgent. Il y a des gens qui meurent de faim, il y a la faim, des gens qui n'ont pas de soins, parce que s'il n'y a plus d'hôpitaux, il n'y a plus de pharmacie, il n'y a plus d'infirmerie, eh bien voilà. C'est pour cela ça nécessite vraiment la mobilisation de tout le monde, de l'ensemble des Maliens et en France et au-delà. De tous les Français, nous demandons à tout le monde qui nous rejoigne pour cette manifestation, parce qu'au Mali, aujourd'hui, on parle du Nord. Ce n'est pas seulement le Nord, c'est tous les Mali. Comme on dit en langue bambara, qu'on y est malien, malien de Beboakono, c'est que nous avons tous nos proches au Nord. Si celui qui n'a pas, quelqu'un qui n'a pas sa sœur là-bas, a son frère ou son cousin, c'est que tous les Maliens sont les mêmes. On ne peut pas dire qu'il y a les problèmes au nord et que le sud est épargné. Non, on est tous touchés par ces problèmes. C'est pour cela que nous devons nous mobiliser. Nous devons sortir demain pour dire non à cette barbarie perpétrée au nord. 01 45 55 76 87, notre ligne est ouverte, vous êtes ouverte à cette discussion. Alors, je vous demandais en préparant cette émission, est-ce que vous êtes pour le putsch, est-ce que vous êtes contre le putsch? Et vous aviez des réponses de Normande, on n'est pas pour, on n'est pas contre, on est pour la paix. Cela étant, il y a quand même une réalité, prendre position est nécessaire pour pouvoir organiser et donner une direction à cette mobilisation. Ouais, justement, moi, personnellement, je vous ai déjà dit que je suis contre. En fait, au début, j'étais contre un peu la méthode procédée par le putsch, parce qu'aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. Le Mali, aujourd'hui, a 20 ans quand même de démocratie. Et qu'à quelques jours seulement, à quelques semaines des élections, qu'il y ait quand même un coup d'État, c'est condamnable. Mais puisque pendant le coup d'État, les putschistes avaient dit que nous faisons ce coup d'État parce que tout simplement, l'ancien président de la République, Amadou Toumani Touré, a été laxiste dans la gestion de la crise du Nord. Donc, nous voulons rétablir cette sécurité au Nord Mali. Donc, j'étais contre en fait la méthode procédée, mais je me suis dit peut-être avec les objectifs qu'ils ont aujourd'hui, s'ils parviennent à atteindre ces objectifs, il y a quand même quelque chose de bien. Vous y croyez vraiment? J'y croyais dans un premier temps, mais aujourd'hui, avec le recul et avec ce qui se passe actuellement, je me suis dit, de qui se moque-t-on? En fait, ils disent d'abord dans un premier temps qu'eux, ils veulent instaurer la sécurité dans les régions Nord Mali, mais en réalité, aujourd'hui, il n'en est rien de cela parce qu'ils ne parlent même pas aujourd'hui. Ils ne parlent même pas aujourd'hui, ils sont préoccupés par les postes qu'ils veulent occuper dans le gouvernement, dans l'actuel gouvernement par intérim. Ils sont préoccupés par autre chose et c'est juste après cet événement, après le coup d'État, qu'il y a eu la prise quand même des 3 régions du Nord en 3 jours successifs. C'est-à-dire ils ont pris Gao le samedi et le dimanche, ils ont pris Tombouctou. Juste avant, ils avaient pris Kidal. Donc, ça veut dire qu'en réalité, ils étaient quand même... ils avaient fait ce coup d'État pour autre chose, pour des raisons personnelles, autres que la sécurité dans le Nord Mali. Moi, je serais un peu d'accord avec elle, hein, parce que quand le putsch a été fait, nous avons tous condamné le putsch, parce qu'on s'est dit que le Mali a 20 ans de démocratie, mais est-ce que réellement le Mali avait 20 ans de démocratie? Voilà. Parce que ATT, quand même, ATT c'est un militaire. Même si c'est déshabillé, il a laissé son treuil pour dire, voilà, je me présente et je suis élu. Mais ATT c'est un militaire. Moi, je dirais le Mali a vécu 10 ans de démocratie sous le régime d'Alpha Omar Konaré. Donc maintenant, ils ont fait le putsch. C'était pour dire que le Mali doit rester
toujours entre les mains des militaires. Sauf que le laxisme dans la gestion de la crise du Nord, c'était depuis au temps de Alpha Oumar Konaré. La rébellion précédente, c'était dans les années 92. Les problèmes du Nord existent depuis voilà, mais pendant décennies. Les 23 ans de Moussa Traoré, il n'y a pas eu de rébellion. 23 ans. Sous la dictature, il n'y a pas eu de rébellion. Il y a eu avant les années 63, c'est-à-dire juste après les indépendances, mais pendant les 23 ans de 68, c'est-à-dire de 68 à 91, il n'y a pas eu de rébellion. C'est en 92, juste après l'avènement de la démocratie au Mali, qu'il y a eu la deuxième rébellion, la rébellion de 92, où il y a eu une sorte d'intégration abusive dans l'armée et au niveau des institutions, sous le règne de Alpha Oumar Konaré, qui a été continué de façon aussi très abusive par Amadou Toumani Touré. Donc, si aujourd'hui on parle de la crise, de la gestion de la crise du Nord et de la mauvaise gestion de la crise du Nord, on peut dire durant les 20 ans, il n'y a pas eu de bonne gestion de cette crise-là au Nord Mali. Depuis au-delà des 20 ans. Alors, justement, autant d'informations qu'il faudrait apporter à toutes les femmes. Vous voulez vous lancer un appel, vous voulez que les femmes se mobilisent, mais encore faut-il qu'elles connaissent les rouages, qu'elles comprennent la situation de bout en bout, parce que pour se mobiliser, il faut être motivé. Et pour être motivé, il faut comprendre ce qui se passe. Quand on ne comprend pas très bien, on se dit, bon, je vais rester tranquillement chez moi et de toute façon, ma présence ou mon absence sur le terrain ne changerait rien. Comment comptez-vous justement apporter cette information? Et c'était un peu l'occasion aussi de faire cela ici aujourd'hui. Oui, parce que en fait, la crise, nous parlons de la crise au Nord. Comme dit Kadiatou, cette crise, elle date de 50 ans, sinon plus. Et bon, voilà, c'est une crise qui en fait, cette rébellion date même d'après la colonisation ou même avant tout ça. Mais présentement, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'au moment des indépendances, là, il y a eu un soulèvement. Et notre premier président, qui est Modibo Keïta, avait résolu ce soulèvement par les armes. Voilà. Et donc, on a été tranquille pendant, parce qu'en fait, Modibo prônait l'unité du Mali. Son objectif, c'était l'unité et l'intégrité du Mali. Et là-dessus, il a beaucoup travaillé. Et c'est pour cette raison que le Mali s'est trouvé. On est tous des frères, on est tous ensemble, même les Touaregs. On est tous ensemble. Présentement, il ne faut pas qu'on confonde. Ce n'est pas tous les Touaregs qui combattent au nord. C'est un groupuscule, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, qui sont venus avec des armes de la Libye et qui viennent conquérir, soi-disant, l'Azawed, que d'ailleurs, eux ne savent même pas où se situe l'Azawed. Donc, je continue là-dessus. Avec Modibo, donc, la rébellion a été étouffée dans son œuf par les armes. Après, il y a eu Moussa Traoré, où ils se sont aussi rebellés et pareillement, Moussa aussi n'a pas accepté qu'il y ait une scission au Mali. Aussi, c'est pareil par les armes. Donc, on a été tranquille pendant tout le règne de Moussa. Maintenant, c'est... Madame Coulibaly, si vous êtes d'accord, je voudrais juste que nous prenions monsieur qui appelle d'Amsterdam avant que d'aller de l'avant. Bonjour, monsieur. Nous vous écoutons. J'espère que vous avez bien arrêté le son de votre téléviseur pour une meilleure communication. Oui, c'est déjà fait. Vous écoutons, monsieur. Ok. Je vais juste donner mon point de vue par rapport à ce qui se passe au Mali. J'ai deux points. Un sur la situation du coup d'État et l'autre sur le Nord. La situation du coup d'État, la première des choses, quand le coup d'État a eu lieu, nous avons tous condamné ça. Parce que je ne suis pas malien, je suis centrafricain. Mais voilà, si un pays va aux élections, il n'y a rien encore qui peut donner raison à un coup d'État. Mais au fond, après analyse de la situation, moi j'ai constaté qu'il y a un malaise dans le pays. Et ce coup d'État vient juste pour marquer ce malaise. Ces gens ne sont pas venus pour se battre contre les rebelles. Non, ce n'était pas ça. Il y a eu, voilà, comme tous les pays d'Afrique, il y a un groupe qui est au pouvoir. Bientôt il va partir. Et l'autre qui va venir est favori, c'est juste le reste, c'est juste le même groupe qui va venir, mais c'est seulement le leader, le chef qui va changer. Bon, et là, il y a ce malaise. Et ils disent, voilà, nous sommes là, les pauvres sont là, c'est seulement un groupe de gens qui se changent sur l'État, sur le pouvoir. Ils vivent mieux avec leur famille, leur entourage, leur parti politique, et les autres souffrent. C'est ça le fond de la chose, mais les gens ne veulent pas dire la vérité. Les gens tournent autour de la... C'est pas ça.
Voilà, c'est comme tous les pays d'Afrique. Il y a des régimes qui sont là, ils sont là, ils sont là. Quand ils partent, c'est leur groupe qui revient. Les mêmes ministres, quand on était depuis enfant, on écoute leur nom. C'est ces mêmes ministres, depuis des années qu'on écoute leur nom toujours. Alors, monsieur, fait mal. Oui, justement, et sur les viols, monsieur, j'aimerais bien vous entendre sur ces viols, donc désormais, dont on entend parler. Pardon, je n'ai pas bien saisi. La question que je vous pose, monsieur, c'est de vous exprimer sur les viols désormais qui sont le prolongement, malheureusement, de la situation actuelle. Voilà, le viol, carrément, c'est quelque chose qui est très, très condamnable. Nos frères qui disent, voilà, ils viennent, la première des choses, ils disent qu'ils sont venus pour la religion, ils veulent instaurer l'islam. Mais l'islam condamne la viol. L'islam condamne les crimes. L'islam ne te dit pas d'aller faire du mal aux autres. Mais moi, ce que je vois dans ce qui se passe au nord, c'est... La première des choses, c'est qui a causé tout ça. Voilà, l'origine, ça vient, c'est la France. Il faut dire les choses claires. C'est la France, à cause de ses intérêts, en Libye. Il a tout gâté en Libye. Et voilà maintenant les conséquences. Ça descend, et ça reste pas là. On ne sait pas ce qui nous attend dans l'avenir. Est-ce qu'il y a une mobilisation en Hollande, justement, telle qu'on peut en voir à Paris? Voilà, vous savez, ici, la communauté africaine, on n'est pas nombreux ici en Hollande. Les quelques rares, on est dispersés à Amsterdam, Rotterdam, partout. C'est des petites associations, on se trouve les week-ends pour prendre un peu de café ensemble, discuter, aider les parents qui sont dans les difficultés ici. Bon, voilà, c'est ça. Mais vraiment, on n'a pas une association qui peut faire des mobilisations très fortes comme Paris, parce que là-bas, il y a une forte communauté africaine. Alors, c'est l'occasion justement de solliciter, de vous solliciter, vous qui êtes... causé ce problème. C'est l'occasion pour vous qui êtes en Hollande, en Suisse, en Belgique, en Europe en tout cas, de vous déplacer pour venir sur la place parisienne, vous joindre à ces dames, justement. Bien sûr, on est prêt à faire le déplacement. Nous sommes prêts à faire le déplacement. Alors, je rappelle que vous êtes tous attendus. Pendant ce mouvement, si tout va bien, peut-être que je serai là-bas, mais pendant ce mouvement, il ne faut pas cacher les choses. Il faut dire les choses clair comme il faut. C'est pour cela que nous sommes là. C'est pour cette raison que nous sommes là. Merci. Merci, monsieur, pour votre intervention. Nous allons laisser la parole à d'autres qui tâchent de nous joindre et nous embrassons bien fort cette toute petite voix que nous entendons derrière vous. Alors que vous étiez au téléphone, le numéro est affiché sur l'écran. J'ai dû vous interrompre, Madame Coulibaly. Pardonnez-moi. La question que je vous posais tout de même était comment allez-vous procéder en dehors de cette émission, 90 minutes, beaucoup moins d'ailleurs, on a commencé depuis longtemps, pour vous assurer que toutes les personnes, notamment les femmes, ont la bonne information, la bonne compréhension de ce qui se passe réellement avant que d'être impliquées, de s'engager dans cette mobilisation, aller au sitting, pas juste suivre la foule pour la suivre. Parce que quand on manque de conviction, ça peut vite tourner court. Depuis le 17 janvier, où il y a eu les événements au Mali, nous nous sommes réunis pour parler du problème, que c'est assez sérieux. Et donc, on s'était mis en comité, c'était un petit nombre, pour dire, bon, il faut qu'on alerte les médias. Le petit comité a travaillé et ce comité, nous avons trouvé qu'on était seuls, il fallait qu'on élargisse. Donc, il y a eu nous avons fait une grande assemblée à la Bourse du Travail à Paris, où il y a eu toutes les partis politiques, il y a eu les associations qui sont arrivées. Et à l'issue de ça, c'est parti sur du volontarisme, sur du volontariat, a été créé le collectif des Maliens de France pour la paix. Donc, ce collectif, depuis, a travaillé. Nous avons alerté les médias. Nous avons été 2 fois à l'Assemblée nationale à Paris, ici, pour leur dire attention au Mali, il va se passer quelque chose de grave. Nous avons été aussi au Sénat pour alerter les sénateurs, pour leur dire attention au Mali, il va se passer quelque chose de grave. Parce qu'on sent ils ne l'apprenaient pas, cela dit. Voilà, tel qu'on entend dire, s'ils en sont les instigateurs, voilà, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont au courant de toute façon. Voilà, ils étaient au courant de toute façon, mais nous sommes allés les rencontrer pour leur dire il y a un problème qui se passe au Mali et au jour d'aujourd'hui, l'armée malienne, on n'est pas sûr qu'elle est capable de faire face à ce qui se passe. Et donc, depuis, nous avons tous les jours, tous les soirs, nous partons dans tous les foyers, dans les villes pour expliquer le problème du Mali, puisque effectivement, comme vous dites, beaucoup de gens ne sont pas au courant. Et voilà, donc, tous les soirs, nous sommes à l'extérieur pour faire la mobilisation. Monsieur Alil, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, vous m'entendez? Parfaitement.
Oui, j'appelle pour intervenir par rapport à la situation au Mali. Je ne sais pas si vous m'entendez en direct là. Parfaitement, monsieur, nous vous écoutons. Oui, bon. Là, moi, j'accuse tout simplement l'Union africaine par rapport à la situation qui se passe au Mali. Il faudrait que nous soyons tous unis et que nous intervenons le plus rapidement possible. L'Union africaine, c'est une grande organisation qui regroupe plusieurs pays. Et le Mali fait partie de l'Union africaine. Aujourd'hui, le Mali est attaqué et l'Union africaine ne peut pas envoyer une troupe pour pouvoir sécuriser le Mali. Moi, ça me fait honte. Autrement dit, on disloque l'Union africaine. Le cas était passé en Côte d'Ivoire. L'Union africaine avait gardé le silence et la Côte d'Ivoire a été attaquée partout et sans que l'Union africaine puisse faire quelque chose. Et la même chose s'est produite en Libye alors que le président libyen avait aidé beaucoup les Africains, les pays africains et l'Union africaine. Et aujourd'hui, le Mali est en proie. Je ne parle pas de la politique, je ne sais pas ce qui s'est passé en interne, mais moi, c'est par rapport à la situation de la sécurité. Le peuple malien qui est dans le nord, qui est tout innocent. Aujourd'hui, il est attaqué. Et l'Union africaine garde le silence. Alors, monsieur, justement, monsieur, s'il vous plaît, j'ai une question précise pour vous. Justement, les institutions font ce qu'elles peuvent ou ne font pas ce qu'elles devraient, mais les particuliers, vous, en l'occurrence, serez-vous disposé à vous déplacer de Lille, à venir demain à Paris, vous joindre à ces femmes, donc ils lancent cet appel à une mobilisation pour faire ce sitting, parce que si chacun ne fait rien en attendant que les gouvernements et les institutions bougent, peut-être qu'on pêche par défaut. Oui, mais effectivement, nous, le déplacement, on va le faire si on organise des meetings, des réunions, des sit-ins, on va intervenir. Mais le souci, c'est qu'il faudrait que nos voix puissent porter et que l'Union africaine puisse écouter et qu'elle puisse intervenir afin que l'image de l'Afrique soit quand même, soit quand même honorée. Vous serez donc présent demain au Quai d'Orsay, monsieur? On fait les matchs, mais même si on fait pas de match, l'Union africaine doit quand même intervenir. Oui, on va venir, on va s'organiser, on va se réunir, on va faire des mouvements, on va faire des sit-ins. Mais j'aurais souhaité par la voix de Télésud pour faire écouter ma voix à l'Union africaine. On l'a bien entendu, monsieur. Merci beaucoup pour votre appel. Merci, monsieur. Alors, des réactions à tout ce qui a été dit jusqu'à présent au téléphone notamment. Eh bien, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ils viennent de dire parce que l'Union africaine, particulièrement la CEDEAO, depuis que la crise avait commencé, la CEDEAO avait prévu dans un premier temps d'aider le Mali dans l'instauration de la paix, pour le retour de la paix au Nord Mali. Et avec le coup d'État, la CEDEAO a condamné le coup d'État, comme tout le monde d'ailleurs. La CEDEAO au lieu de s'occuper, c'est en ce moment même que le Nord avait vraiment farouchement besoin de la communauté internationale, de l'aide de la communauté internationale, parce que c'est en ce moment que le Nord a été pris en otage par ces rebelles-là. La CEDEAO était préoccupée par, je ne sais pas, la suspension du Mali sur le plan diplomatique, sur le plan financier. D'accord, c'est vrai, la CEDEAO devait condamner, mais tout en n'oubliant pas quand même ce qui se passe au Nord. Et jusqu'à présent, il y a eu le retour de la constitution normale petit à petit, mais jusqu'à présent, on ne voit pas quand même sur le plan actif, on ne voit pas la réaction active de la CEDEAO par rapport à la gestion de la crise du Nord, en fait. Absolument. Dans un premier temps, les dirigeants de la CEDEAO disaient qu'il allait envoyer, je ne sais pas, 3000 militaires au Nord Mali pour le retour de la paix au Nord Mali. Mais jusqu'à présent, on ne voit pas, c'est-à-dire ça ne bouge pas au niveau de l'Union africaine. Ça ne bouge pas. Oui, sans compter que l'embargo qu'ils ont mis sur le Mali ne va en aucun cas atteindre les militaires qui ont fait le coup d'État. C'est la population malienne qui est prise en otage. Et quand on parle de la population, je voudrais bien qu'on en revienne à la situation des femmes, quand même, sinon nous risquerions de rester dans la généralité. C'est déjà ce qui se fait malheureusement. Nous allons prendre monsieur en Autriche en lui demandant d'entrée de jeu donc de réagir à cette situation où désormais on parle de viol de femmes et de jeunes filles au nord du Mali. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Bonjour madame. Je vous appelle, je soutiens vos motions d'ordre, je soutiens les dames qui sont à la télé aujourd'hui et ils sont en train de s'exprimer et je les dis de continuer comme ça. Pour commencer, les gens qui sont là et qui disent qu'ils veulent le changement et ils violent les femmes, ce sont les malades. Parce que ce ne sont pas les gens, je ne vois pas ce que les femmes ont à faire avec les histoires de la politique et de quoi là. Les gens qui sont là pour violer les petits-enfants et les casseurs, ramasser les choses, ce sont vraiment les malades. Et
j'appelle les Maliens de laisser tomber le procédure que le Premier ministre nommé ceci et attaquer d'abord le nord de Mali, libérer les gens qui sont en souffrance avant de venir s'asseoir et régler leurs problèmes de l'avenir. Parce que s'ils veulent toujours garder ces histoires de faire ceci, cela, les gens sont en difficulté et ils ont besoin présentement d'aide. J'appelle aussi la CEDEAO de se dépêcher de ne pas dire qu'ils veulent aller au dialogue avant que... Les gens qui sont venus et ils ont tout cassé, les hôpitaux, tout là. Quel dialogue on peut faire avec ces gens pareils? Je ne vois pas qu'on fasse... Il faut qu'ils se dépêchent et renvoient les bandits là. Il faut qu'on les renvoie pour que les Maliens aient leur paix. Je vous remercie. Merci pour votre intervention. Donc, depuis l'Autriche, tout à l'heure, vous disiez que vous découvrez avec grand étonnement que les putschistes ont d'autres intérêts, d'autres objectifs. Justement. Mais enfin, quand même, permettez-moi de vous poser la question. Que pensiez-vous, qu'attendiez-vous de pensiez-vous véritablement que c'était juste pour faire partir le président d'alors et puis remettre les choses en place? Vous savez bien la nature humaine, comment elle est faite. Le crédit que d'aucuns leur ont donné avant même qu'ils aient posé des actes, sur quoi était basé ce crédit? Une volonté de faire partir ATT sans s'assurer à aucun moment que les personnes qui prenaient la relève étaient compétentes et allaient avoir d'autres intérêts. Oui, mais justement, nous, on avait donné quand même un peu de crédibilité à ces qui Sur quelle base? Sur quelle base? Parce que c'est des militaires, parce que c'est eux qui sont quand même sur le front. ATT, c'est autre chose. ATT, c'est un militaire. C'était un militaire. ATT a changé de tenue depuis longtemps. ATT a tellement goûté, Mais vous disiez que militaire un jour, militaire toujours. Oui, militaire toujours. Voilà. Donc, eux, c'est eux qui partaient sur le train et sur le front. C'est surtout que quand même, c'est des soldats. C'est les soldats qui ont fait pratiquement ce coup d'État. Donc, nous, ils disaient dans un premier temps que parce que eux, ATT ne les soutenaient pas, parce que eux, ils n'avaient pas de matériel de guerre, ils n'étaient pas dans des conditions quand même idéales, adéquates quand même pour pouvoir faire face à réunir les conditions idéales. Moi, je crois que maintenant, ils ont la clé. Ils ont la clé des munitions. Quand ils ont eu la clé des munitions, qu'ils partent maintenant au nord pour combattre ces bandits, pour chasser ces bandits. C'est ce que nous voulons, nous. Et ils ont fait les putsch, on a condamné les putsch, d'accord. Mais ils ont dit clairement qu'ils sont là pour protéger les Maliens. Pour sauvegarder, pour gérer la crise du Nord. C'est ce qu'ils ont dit. Ils l'ont répété. Mais qu'est-ce qu'ils font en ce moment? Rien. Il y a un plan Vigipirate à Bamako. Bamako n'en a pas besoin. Ouais. Oui, on a besoin d'être protégé. Mais ces plans Vigipirate, là, c'est le Nord qui en a plus besoin aujourd'hui. Et moi, je n'ai jamais au jour d'aujourd'hui, leur cri est qu'il n'y a pas de matériel. Qu'ils n'ont pas les moyens, qu'ils ont les moyens humains, mais qu'ils n'ont pas les moyens matériels. Toujours est-il que c'est urgent. C'est urgent, très urgent, parce que les gens n'ont plus rien à manger. Il faut absolument qu'il y ait une ouverture de couloirs humanitaires. Sinon, d'ici quelques semaines, ce serait une catastrophe. Alors, pas tout à la fois, s'il vous plaît, allez-y. A été téléphonée devant moi et elle a dit, je suis à ma dernière boîte de sardines. Il ne me reste plus rien et je ne peux pas sortir dans la rue. Peut-être elle est en train d'agoniser dans sa chambre. Et plus encore, il y a urgence. Ce que les putschistes avaient dit, comme quoi parce qu'ils n'avaient pas de matériel. C'est vrai d'une façon ou d'une autre, on peut dire quand même qu'ils ne sont pas suffisamment armés au jour d'aujourd'hui pour peut-être faire face à toute cette rébellion-là. Mais on a su après, en fait, qu'eux, ils disaient dans un premier temps qu'ils n'avaient pas de matériel. Après, ils disaient que c'est les généraux qui refusaient de leur donner, d'ouvrir les magasins pour les donner du matériel. Mais on a vu aujourd'hui qu'avec la prise de Gao, c'était pas vrai, parce que quand les rebelles étaient rentrés à Gao, c'est les militaires qui possédaient des Berdem. C'est les militaires qui avaient 2 avions de guerre. Donc on ne peut pas comprendre que des rebelles qui sont rentrés avec des armes, parviennent à chasser des militaires qui étaient dans des Berdem, dans des chars de combat, parce que Gao, quand même, c'est Gao qui disposait de la base militaire du Nord. Et il y avait 2 avions ce jour-là. Ils avaient, dans un premier temps, ils avaient pu chasser les rebelles dans la journée. Mais la nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que tous les militaires qui étaient dans la région de Gao se sont enfuis.
ils sont partis. La matinée aussi, il y a eu des militaires qui ont jeté leur tenue pour se mélanger avec la population. Tout simplement parce qu'ils avaient appris que les rebelles ne touchaient pas la population civile. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a des militaires qui ont jeté leur tenue pour se mélanger avec la population. Il y a des militaires qui en ont profité la nuit pour s'enfuir, pour aller au nord. Oui, bon, donc c'est quand même inadmissible que des militaires abandonnent la ville à la merci des rebelles. Alors, nous allons prendre, si vous êtes d'accord, hein, les dames s'insurgent, se mobilisent et lancent leur appel. Nous allons laisser la parole à un homme. Monsieur, vous êtes à Paris. Bonjour, merci d'intervenir donc sur l'implication des femmes, tout au moins dans la résolution de ce conflit au Mali. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, madame. En fait, c'est que la dame parlait tout de suite concernant l'équipement des forces armées. En vrai dire, les forces armées sont mieux équipées. Lorsqu'ils ont fait le coup d'État, il s'est trouvé qu'ils ont pris tous les généraux qui sont sur le commande. Tous les généraux qui sont sur le commandement. Et finalement, il n'y a plus de tête pour ces généraux-là, pour les enfants. En fait, il y avait une seule personne qui est Touareg, qui s'appelle Gap, qui est actuellement au Niger. Gamou, qui est actuellement au Niger. Lui, il a tout expliqué. Il y avait des armements partout. Mais lorsqu'ils ont fait ces coups d'État malsains, ils ont pris tous les commandements. Alors, monsieur, comment pensez-vous si vous coupez la tête, comment les autres vont fonctionner? Comment le reste va fonctionner? Comment pensez-vous, monsieur, que les femmes puissent participer à la résolution de ce conflit, surtout quand elles sont loin, qu'elles ne sont pas sur place? Je parle là des femmes de la diaspora. De toute façon, qu'on se serre la main, même financièrement, pour soutenir nos armées. Et puis, c'est ça seulement, quoi. Sinon, nous, on ne peut rien faire financièrement si on pouvait collecter des fonds pour soutenir les armées. Merci. Voilà. Merci, monsieur. Et j'ajoute juste quelque chose à ce que le monsieur vient de dire. En fait, pendant l'attaque de Gao, juste quand les rebelles avaient pris la fuite pour aller au sud du Mali, le lendemain, il y a des témoins qui ont vu les rebelles remplis de véhicules, je ne sais pas, un véhicule de munitions. C'est-à-dire, dans les cancans, ils avaient occupé les camps militaires de Gao. Donc, ils ont rempli des véhicules, ils ont rempli les véhicules de munitions. Donc, on ne peut pas comprendre aujourd'hui que ces mêmes militaires viennent dire à la télé que nous, on a pris la fuite tout simplement pour mieux nous préparer. Et puis, parce que tout simplement, et puis tout simplement parce qu'on n'avait pas de munitions. Il faut toujours qu'au sein de l'armée malienne, il y avait un malaise. Bon, ce qui est sûr et certain qu'à notre niveau ici, on ne peut pas pousser une analyse assez profonde. Justement, est-ce que vous êtes en contact? Est-ce que vous avez initié un contact avec, par exemple, les femmes des militaires sur place? On sait d'elles que bien avant les événements, elles avaient marché. Est-ce que vos contacts sur place, d'autres femmes, d'autres hommes, est-ce qu'il y a quand même aujourd'hui une volonté de faire les choses ensemble pour que ça ne parte pas dans tous les sens, justement? Les femmes... Ça commence tout juste. Ça commence toujours. Oui. Les femmes commencent tout juste parce que avec le coup d'État, tout le monde était sonné, tout le monde était démobilisé. Mais là, je pense que les femmes commencent à s'organiser. À partir de là, nous pouvons nous rapprocher de ces femmes-là parce que quand nous sommes en train de faire une collecte et cette collecte, il faut que ce soit bien organisé et pour que ça puisse arriver aux personnes qui en ont besoin. Donc forcément, on va se rapprocher de ces femmes-là qui travaillent sur place, et qui seront évidemment notre voix, notre relais. Alors, nous allons prendre monsieur au téléphone. Vous êtes à Créteil alors qu'on va découvrir l'affiche de cet appel au sitting demain au Quai d'Orsay à l'écran. Monsieur à Créteil, vous avez la parole. Bonjour, nous vous écoutons. Bonjour madame, je suis le pasteur Timothée et je suis ivoirien, je voulais agir par rapport à ce que vous dites sur le plateau madame. Oui. Je suis vraiment touché par l'action de ces femmes-là et je suis vraiment content de ce qu'il y a au moins des femmes qui puissent réagir. Mais moi, la solution que je pourrais accorder à ces femmes-là, comme elles veulent faire entendre leur voix, comme l'Union africaine dépend de l'Union européenne, qu'elle fasse une délégation pour aller à l'Union européenne ici, pour parler pour que les couloirs puissent s'ouvrir, pour qu'on puisse alimenter, donner de quoi
à manger à nos frères qui sont en train de mourir de faim en ce moment au Nord. Moi, c'est ce que je voulais apporter comme contribution. Et je serai forcément à cette rencontre-là demain. Merci pour cette promesse-là, car c'était le but de cette émission, obtenir du maximum de personnes en France, en région parisienne et partout en Europe, tous ceux qui peuvent se déplacer, se mobiliser, parce que effectivement, des groupes isolés, ça et là, peut-être que ça rend l'action plus faible. Alors, je voudrais quand même qu'on parle de la charia. Contre la charia, indique votre affiche, contre les viols et actes de barbarie, bien sûr, ça tombe sous le sens. Contre la charia, peut-être qu'il est important de revenir sur la charia. Alors, quelle est la véritable menace que comporte la charia pour les femmes, notamment ? La véritable menace par rapport à la charia, c'est que nous sommes des musulmans. Il y a au Mali au moins, disons, 85% de musulmans. Mais nous avons toujours vécu avec nos coutumes, avec nos mœurs, le tout installé. La charia, c'est venir nous imposer de nous habiller de la tête aux pieds. Ça, c'est quelque chose que nous ne supporterons pas. Et ça, c'est la partie superficielle. Et ça, c'est la partie superficielle. Alors, la partie interne qu'on ne connaît pas, qu'en est-il? On a besoin de le savoir. Il y a tout. Dans la charia, il y a les lois bizarres où les hommes et les femmes sont séparés. Les femmes et les hommes, les fillettes et les garçons ne doivent pas aller dans la même école. Et il y a une femme qui trompe son mari, doit être égorgée. Voilà, il y a tout un tas de pratiques illégales. Voilà, donc la charia, on ne peut pas l'accepter au Mali. Et puis c'est renier notre culture. Nous vivons ensemble, les hommes, les femmes, les enfants, nous vivons ensemble. Hier encore, je discutais avec un cousin, on discutait, on rigolait, quoi. Et puis il me dit, mais tu t'imagines, Rama, nous sur notre natte, on se couche sur notre natte, les cousins, les cousines, on est couchés les uns sur les autres, on est tous mélangés, et on vient nous dire, ben il faut partager la natte. Nous allons revenir sur la charia. Nous partons à Londres. Monsieur, nous vous écoutons. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, toutes les dames qui sont là. Je vous remercie effectivement de votre émission parce que j'ai l'impression que Lady vous écoute est une émission qui a fait évoluer effectivement l'Afrique et en particulier les femmes. Aujourd'hui, il y a un proverbe, je commencerai par cet adage qui dit que quand vous aviez quand votre maison est en train de brûler, le voisin d'en face doit venir pour éteindre le feu. Sinon, vous aidez pour éteindre le feu. Sinon, désormais, le feu pourrait arriver dans sa maison. Absolument. Hier, c'était la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est le Mali. Vous voyez, moi, mon souhait, mon vœu le plus ardent, c'est qu'on laisse les femmes gouverner l'Afrique. Moi particulièrement. Absolument. Parce que j'ai l'impression que c'est un jeu politique. De votre confiance. Qui est en train de se mettre en place. Vous voyez, si les femmes, si on pouvait donner la possibilité aux femmes de diriger le pays, ne serait-ce qu'au moins 5 ans de mandat à toutes les femmes, à toute l'Afrique, je penserais que l'Afrique allait se réveiller. Parce que présentement, vous voyez, comment se fait-il qu'il peut y avoir un coup d'État? Et puis, on déplace le problème. Parce qu'en Afrique, le problème, on ne les résout pas, mais on les déplace. Ouais. Voilà. C'est vrai. Et comment se fait-il qu'on peut faire un coup d'État? On peut condamner un coup d'État. Et on dit, on veut absolument qu'il y ait l'ordre constitutionnel. Et on ne fait pas revenir le président. Et on veut nommer des gens. C'est-à-dire que c'est une manière de perdre le temps, de faire le jeu, de sorte que les gens puissent aboutir à leur fin. Alors moi, aujourd'hui, en tant qu'Ivoirien, je souhaiterais que les femmes puissent diriger l'Afrique. C'est ma contribution, c'est ce que moi je vous apporte. Parce que votre émission, depuis presque 10 mois que je suis cette émission, j'ai l'impression que l'Afrique est en train de se remobiliser par rapport aux femmes. Et c'est ça qui est le plus important.
Alors, merci. Je vous remercie. C'est nous. Et je dis beaucoup de courage à ces dames qui sont là. C'est nous qui vous disons merci, monsieur. Alors, promettez-nous d'être présents. Londres n'est pas bien loin, quelques heures seulement de Paris. Peut-être pouvez-vous mobiliser à Londres, en Angleterre, prenez ensemble le train et venez accompagner ces femmes, les soutenir, parce que quand bien même l'Afrique serait dirigée par des femmes, ce n'est pas une république d'Amazon qu'elles veulent faire ça et là. C'est résolument une action avec vous, messieurs. Alors dites-nous oui, qu'on l'entende devant tout le monde. Je voudrais que vous réagissiez à ce qu'il nous a dit. Alors, l'Afrique, les femmes, vous y croyez-vous? Ou alors, est-ce que dans 3 jours, vous nous direz « Ah, mais je pensais que les femmes allaient faire ci, ça, mais on découvre qu'elles ont des intérêts. » Déjà, résoudre d'abord le problème de la charia, là, alors, oui, sur la charia, donc. Parce que s'il s'agit de... Si on doit instaurer la charia, ça veut dire qu'il sera hors de question qu'une femme dirige d'abord le Mali. Et malheureusement, ces gens-là ne voudraient pas instaurer la charia qu'au Mali. Ils voudraient l'instaurer dans toute l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est déjà un problème. Et je suis tout à fait d'accord si c'est possible quand même que des femmes dirigent. On a vu l'exemple quand même au Libéria. Aujourd'hui, il y a quand même le retour de la paix. Et c'est une femme qui est quand même qui dirige le pays. Donc, est-ce que ça ne serait pas purement anglo-saxon, cette possibilité, cette ouverture pour les femmes? On pense à Margaret Thatcher, elle n'était pas présidente certes, mais c'était tout comme vous parlez du Libéria, un pays aussi anglophone. Est-ce que ça n'est pas par l'Afrique anglophone que les femmes au pouvoir vont véritablement s'installer en Afrique? Dans l'Afrique tout entière. C'est possible. C'est possible. Le Premier ministre malien, là, était une femme. Alors, au Sénégal, sans cesse, je pose des questions. Alors, savez-vous aujourd'hui où elle est, comment elle va? Nous avons appris qu'elle a été libérée, ça. Maintenant, bon, où est-ce qu'elle est? Elle doit être chez elle, certainement. Oui. Mais bon... Et hier, il y a eu de nouvelles arrestations. Est-ce qu'elle est parmi ou pas? On ne sait pas. Voilà. C'est-à-dire, il n'y a tellement pas... vous ouvrez la télé malienne, vous ne verrez que des chansons, ou sinon, ce sont aucune information fiable. Sinon, c'est des annonces du CNDRE. Donc, on n'a aucune information, en tout cas fiable, qui vient parce que la télé même est étouffée. La télévision a été envoyée quand même par les putschistes. Depuis le coup d'État, c'est les putschistes qui font quand même la part belle à la télé. Donc, en quelque sorte, ce qui est diffusé à la télé, ça provient généralement quand même de... Nous allons prendre, s'il vous plaît, monsieur en Arabie Saoudite. Nous n'avons pas pu joindre malheureusement vos contacts au Mali. Est-ce que c'est le réseau? Est-ce que je ne sais pas? Monsieur, bonjour, nous vous écoutons. Bonjour madame, comment allez-vous? Bien, merci monsieur, et vous? Bien, merci. Madame, je voulais m'adresser à vous là concernant le problème du cas du Mali. Oui. Je parle d'abord par la charia. Je voulais dire aux dames qui sont sur le plateau que je vivais dans la zone d'Ansongo dans les années 77. Et dans les années 77, les femmes étaient habillées comme actuellement en Arabie Saoudite. La tête fermée du pied au genou, de la tête jusqu'au pied. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le coup d'État au Mali a été provoqué d'une manière par les femmes des militaires qui sont partis voir l'ex-président. Ça aussi, c'est une question que nos femmes qui sont sur le plateau doivent voir. Donc, en gros, ce que nous devons faire, c'est de voir un peu la réalité en face. D'abord, la CEDEAO. La CEDEAO devait savoir que, réellement, la CEDEAO, à mon sens, doit suivre les démocraties dans nos pays, le comportement de nos dirigeants politiques. La CEDEAO doit prendre des dispositions à ce que ces gens-là puissent se comporter réellement en tant que démocrates dans les pays. Ça, c'est le troisième. En ce qui concerne les rebelles et le MPL, d'accord. MNLA. Le MNLA. Ils doivent savoir que l'État, le président ATT et son gouvernement ont tout fait. Ils ont tout fait avec eux. Ils ont tout fait. ATT a tout conçu. Que le pays là puisse aller sans cette violence-là. En ce qui concerne les jeunes qui ont fait les coups d'État. Ces jeunes, ils avaient la raison de le faire aussi. J'aimerais que réellement, tout Malien et tout Africain, comme je vous l'ai dit, depuis la CEDEAO jusqu'à l'Union africaine, premièrement qu'ils tiennent compte de nos dirigeants qui sont élus démocratiquement. Leurs comportements sont égaux. Voilà tout ce que je dis. Monsieur, ne partez pas, juste pour revenir au début de votre intervention. Voilà. Alors, sur la charia, j'ai peur de n'avoir pas compris ce que vous vouliez nous en dire, s'il vous plaît. Ce que je voulais vous dire, depuis dans les années 77, oui, dans le nord du Mali et dans une ville qu'on appelle Ansongo, j'ai vécu là-bas.
J'ai vécu 4 ans là-bas, en tant que moniteur de l'agriculture. Alors, durant ces 4 années, ce que j'ai remarqué avant de venir en Arabie Saoudite, c'est que toutes les femmes, dans le village de Lelehoé, de Seina, de Goléa, toutes les femmes là-bas étaient couvertes en paille noire de la tête jusqu'aux pieds. Elles ne sont pas ouvertes. Et maintenant, on va le laisser finir. Ça, c'est quelque chose que vous devrez savoir. Ça s'est fait bien avant même lui de PM de Moi, je suis dans ça. Alors, c'est ce que vous souhaitez ou est-ce que c'est juste pour une meilleure compréhension? Non, pour vous dire que, madame, que dans cette société-là, on ne sait pas réellement ce que nous voulons. C'est pour vous dire ça. Il y a une partie qui suit ces gens-là, dans des villages éloignés de 60 à 120 habitants, qui se comportent comme on se comporte aujourd'hui dans le pays dans lequel je vis. Donc nous devons voir les choses en face et essayer de voir. Dire que j'aimerais la charia ou je n'aimerais pas, tel n'est pas le problème. Le problème est de voir la société en entier et pouvoir maintenant prendre une décision. C'est ça que nous devons faire. Alors, merci monsieur pour votre intervention. Alors qu'on voyait là des images de la charia, en tout cas, ceux des aspects par lesquels on la connaît, fouetter les femmes pour un oui ou pour un non. Bien sûr, ceux qui fouettent sont des hommes parce qu'on a porté un pantalon, parce qu'on a, dit-on, trompé son mari, lequel mari absolument n'est pas inquiété. Voilà autant de choses qui laissent perplexe. On passe même sur le détail vestimentaire si c'en est un. Voilà tout au moins comment la charia est tristement célèbre. Peut-être qu'il y a des vertus et nous attendons qu'on nous en parle, les femmes notamment, et non pas les hommes, sur ce qu'ils en pensent. Alors, à ce stade de l'émission, on a eu 7 appels au téléphone, 7 hommes tout de même. Est-ce que pour vous, c'est révélateur de quelque chose? Où sont passées celles des femmes? Les femmes de la diaspora, vous êtes des femmes en France, vous lancez cet appel à d'autres femmes encore. Est-ce que vous vous inquiétez de ce qu'elle n'ait pas encore réagi, tout au moins? Non, parce que déjà que les hommes répondent, ça veut dire déjà que quand même il y a des femmes qui écoutent, même si elles n'appellent pas, même si on n'a pas peut-être le temps aujourd'hui ou le courage d'appeler. Ça veut dire déjà qu'ils écoutent, les gens écoutent. Donc nous avons déjà quand même organisé une marche la semaine passée qui a bien quand même réussi. Il y a eu quand même des milliers de personnes qui sont venues. Donc aujourd'hui, à travers cette émission, nous sommes en train de lancer un message et nous pensons, nous croyons aussi que les femmes seront là demain, les hommes aussi vont sortir demain avec nous. Voilà. Et aussi les femmes, certainement, là, on n'a pas d'appel parce que la ligne peut-être est encombrée. Sinon, je sais qu'il y avait des femmes qu'il y a des femmes qui nous écoutent et qui avaient dit qu'elles allaient appeler. Et aussi, beaucoup sont certainement aussi au travail, quelque chose. Mais cela ne veut pas dire qu'elles n'ont pas d'intérêt pour le combat que nous menons. Toute femme ne peut avoir qu'un intérêt pour le combat que nous menons. Et je voudrais aussi réagir un peu par rapport à ce que le monsieur vient de dire, par rapport à la charia au nord. En fait, c'est vrai, il y a des femmes qui ont toujours porté quand même de voile. En France même ça existe. En France même ça existe. Mais sauf que celles-ci ne sont pas forcées. Et puis c'est pas la loi. On ne les a pas imposées. Même si c'est imposé, c'est imposé par leur mari seulement. Voilà, au nord, il y a des femmes qui portent de la burqa, de voile, comme il y a des femmes aussi qui portent des pantalons, qui portent des jupes. Donc on cohabite ensemble, on vit ensemble, on n'a jamais exigé à quelqu'un sur quand même, je ne sais pas, une charia à une femme, comme quoi la femme doit obligatoirement porter une burqa, ou la femme doit obligatoirement porter, se couvrir de la tête aux pieds. On n'a jamais imposé ça au nord. On n'a jamais imposé au nord à une femme d'être à côté, d'être à part pendant que des hommes sont à part. On n'a jamais imposé aux femmes au nord de fréquenter, aux filles particulièrement, de fréquenter des écoles différentes des garçons. On n'a jamais imposer aux femmes de faire de l'école coranique à la place de l'école française. On n'a jamais imposé cela aux femmes au nord. Madame disait, sauf si c'est le mari qui impose, on reviendra dessus. Monsieur en Espagne, bonjour. Alors, bonjour. Nous vous écoutons, monsieur. Oui. Merci pour le programme. Vraiment, c'est très gentil de votre part. Je m'excuse beaucoup, hein, je suis anglophone. Je suis guinéen, mais je suis anglophone, de toute façon. La première des choses qu'il faut regarder, le problème de charia, pour les Arabes, c'est une jalousie seulement, ce n'est pas l'islam. Parce que moi, j'ai fait la théologie dans beaucoup de pays arabes. C'est une idée qui vient de l'Arabie Saoudite, qui veut l'installer partout en Afrique noire. Ça, c'est la nouvelle manière de coloniser l'Afrique. Absolument. Ok.
Donc là, je crois à nos dirigeants africains, comme la population africaine, il faut essayer de comment il faut affronter ces choses. Ok. Merci. Et à nos dames qui sont à la table, je crois qu'ils peuvent faire beaucoup de choses en Afrique. Parce que si les hommes ils sont capables de régler nos problèmes, je crois que aussi c'est le temps maintenant de regarder aussi les pas de femmes. À vous, madame, j'espère que vous allez continuer sur votre programme parce que c'est vraiment intéressant. Hein? C'est toute l'Afrique qui vous regarde partout. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Parce que c'est la femme Alors, qui est le pilier pour rebondir sur ce que disait le monsieur, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, hier ou avant-hier, je voyais, c'était sur une télé dont j'étais le nom, qu'en Sardine, que le gouvernement malien est en train de vouloir négocier avec en Sardine. Alors, en Sardine, c'est justement le groupe qui veut installer la charia sur toute l'Afrique de l'Ouest. Alors, donc, je ne comprends plus, quand je rejoins Anatou, on ne sait plus ce pays, qui le dirige et comment c'est dirigé et comment les partis politiques et tous ces hommes font, où est-ce qu'ils veulent amener le Mali aujourd'hui. Moi, mon inquiétude, c'est ça. Est-ce que vous allez regretter bientôt ATT si les choses continuent comme cela? Non. Je ne le dirais pas en ces termes, parce que dans la mesure où, moi, je disais qu'au Mali, la démocratie était, le peuple était séquestré par la démocratie. Peut-être c'est un mot très fort, mais je l'ai toujours dit, d'où mon manque de positionnement par rapport au coup d'État et par rapport à l'arrestation de ATT. Parce que le peuple malien, c'était un peuple qui était droit, un peuple honnête. Ce n'est pas un peuple non plus belliqueux. C'est vraiment... Et au jour d'aujourd'hui, vous ne pouvez avoir confiance en personne. Donc, je veux dire, je ne sais pas si c'est en 10 ans, si c'est en 15 ans, la dégradation des mœurs, de la manière de voir la vie des institutions et tout au Mali, ça s'est dégradé en telle sorte on aurait dit qu'il n'y a jamais eu de démocratie au Mali. Parce que la population malienne acceptait cette situation parce qu'elle était incapable de changer. Une passivité. Voilà, de changer quoi que ce soit. Et chacun disait au fond de lui-même que oui, au Mali, il y a la démocratie. Alors qu'il n'en est pas tel. Mais on acceptait, les Maliens acceptaient pour éviter les problèmes. C'était tout simplement pour éviter les problèmes. Moi, je lance un appel aujourd'hui aux nouveaux dirigeants du Mali de se responsabiliser et de créer les conditions optimales, je dirais, hein, de protéger les femmes maliennes, les femmes en général et spécifiquement celles du Nord. De les protéger pour que toutes les femmes puissent se sentir maliennes à 100%. Nous allons prendre une femme au téléphone enfin dans cette discussion. Vous êtes à Auxerre. Bonjour madame. Bonjour Bégogne à Auxerre. Bonjour Lady. Bonjour. Oh là là, merci beaucoup vraiment. Vraiment merci. Je commence par te dire merci parce que déjà, franchement, reste bien assis où vous êtes, très confortablement pour ce que vous faites pour l'Afrique. Merci beaucoup. Les dames qui sont au téléphone, je les encourage aussi. Ne vous laissez donc pas vous faire. Il n'y a pas à vous mettre des chapeaux sur la tête, Dieu je ne sais pas quoi. Il faut arrêter. Vous êtes des Africaines, on a du caractère. Moi, je viens de la Guinée équatoriale. Dieu merci, j'ai été éduquée dans une famille catholique. Et très bien, j'ai des bons souvenirs d'enfance. Quand on voit les images, on voit cet homme qui frappe sa femme. Mais pour qui ils se prennent ces gens-là? Et ils se prennent pour qui? La même chose, ils vont là-bas, comme il a dit le monsieur tout à l'heure, c'est une façon d'essayer d'encore coloniser l'Afrique, mais ils se croient où là? On est intelligent, on est un continent très riche, on n'est pas bête du tout. Les femmes, ils se sont mis en marche. Croyez-moi, ça va changer. Tenez-vous bien.
comme vous faites, c'est très très bien ce que vous faites, mesdames. C'est très bien. Moi, je suis désolée parce que je suis très loin. Je suis quelqu'un qui peut déplacer, qui peut vous rejoindre. Et même si je ne suis pas du Mali, et même si je ne suis pas de Côte d'Ivoire, mon âme appartient à l'Afrique. Et je suis africaine. Et je le dis tous les jours, je suis fière de ce que je suis, avec ma peau bien noire, avec mes cheveux bien crépus, et j'adore mon petit derrière, et je suis très fière. Regardez donc, un exemple, peut-être c'est tout bête, aujourd'hui, qu'il aurait dit qu'il va y avoir des gens... Bien, vraiment. Non, mais écoutez-moi. Oui. Il aurait dit aujourd'hui, Lady, qu'il va y avoir des gens qui vont aller s'allonger dans une table d'opération. Je travaille à l'hôpital pour avoir le derrière que moi j'ai bégonia. Que j'ai toujours détesté de dire que je suis cambrée. Elle est trop pointue mon derrière. Et nos jours, il y en a qui s'allongent sur la table pour opérer les fesses, pour avoir les fesses comme je les ai. Et je n'ai rien demandé. C'est à partir de là, il faut voir des choses plus loin, mesdames. Ça y est, le monde change. Tout bouge et tout va changer. Il n'y a pas besoin de croire en Dieu pour t'enfermer, je ne sais pas quoi sur la tête. Il n'y a pas besoin de croire en Dieu. Et c'est pas lui, une dame qui se met enfermée. C'est vrai, il y en a, ils n'ont pas le choix. Mais il y en a, ils aiment les maris, ils acceptent n'importe quoi. C'est pas parce que ton mari il est intelligent et toi tu as le même diplôme, ça y est, ton diplôme il doit dormir dans le valise, soi-disant c'est toi qui dois suivre le mari. Ça veut dire quoi ça? Lui aussi il peut rester à la maison et suivre. Et tout a été comme ça. Mais ce qui me fait plaisir vraiment aujourd'hui, je vais couper court parce qu'il n'y a pas que moi. Ce que vous avez dit tout à l'heure, il n'y a que des hommes qui appellent. Autant mieux. C'est très bien comme ça. Nous, on n'a pas besoin d'appeler. On est là, vos sœurs, si on n'a pas appelé les femmes, parce qu'on est trop fiers et très contents. Vous voyez que l'homme africain, il change. Ça, c'est des poignets, ceux qui essaient de foutre le bazar, là. Ils n'y arriveront pas. Ça n'ira pas plus loin que ça. Croyez-moi. Merci, Bégonia. Alors, vous pouvez réagir, pas forcément à la cambrure, encore que vous pouvez, puisque nous sommes là pour parler de toutes choses sans langue de bois. On ne va pas se laisser faire. On va continuer. Hein. On va continuer à se battre. On va continuer à nous soutenir. Il faudrait que les femmes dirigent ce monde-là un jour. Et ça va venir. Mais moi, je dis d'ailleurs dans la motion, en bas de la motion, bon, je n'aurais pas dû le dire, mais le chiffre. Bah, là-dessus, nous avons crié un cri de colère en disant ces hommes-là qui sont tout le temps en train d'allumer le feu un peu partout dans le monde, c'est juste pour leur propre puissance. C'est chercher de la puissance. D'autres, cette puissance-là, que ce soit une puissance financière, que ce soit tout simplement une puissance nous dominons, ou tout simplement au niveau de la religion, c'est toujours les hommes. Bon, peut-être qu'il y a quelques femmes qui sont derrière eux, mais c'est toujours les hommes. C'est des hommes qui n'ont jamais, évidemment, ils ne savent pas ce que c'est que porter un enfant 9 mois. Ils ne savent pas ce que c'est qu'après l'accouchement, garder l'enfant, se réveiller, le nourrir. Ils ne savent pas passer des nuits blanches. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est que allaiter l'enfant, ce que vous sentez. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas non plus élever son enfant jusqu'à l'âge de 18 ans où vous allez vous dire que voilà, mon enfant, il a fait l'école, je vais vivre avec lui, je veux le voir grandir, fonder une famille. Taf, il crée une guerre et c'est toujours les puissants qui créent ces guerres-là parce qu'ils vendent leurs armes, parce qu'ils tous ces gens-là, leurs enfants ne vont pas au front. Ce sont les enfants. Des armes, il faut quand même les vendre. Voilà. Monsieur en Italie, bonjour. Les armes sont fabriquées pour bonjour Madame Lévy. Bonjour monsieur. S'il vous plaît, j'ai suivi cet écrivain, ce célèbre écrivain malien, Sédou Badian. Dit que les Touaregs, depuis l'indépendance, ils n'ont jamais eu un lopin de terre au Mali. Je suis un peu ignorant. Je voudrais savoir si les Touaregs sont d'origine malienne, parce que c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Et puis, en ce qui concerne la charia, je voudrais noter que nous, les Africains, que ce soit les Maliens, les Camerounais, les Ivoiriens, nous ne sommes pas originairement, nous ne sommes pas des musulmans. On a des traditions, on a des cultures. Donc, la religion musulmane est due à la conquête arabe. Donc, je ne vois pas pourquoi au Mali, les femmes doivent s'habiller comme des musulmans. Là, je ne suis pas d'accord. Parce que la religion musulmane, nous, les Africains au sud du Sahara, ça ne fait pas partie de nos mœurs.
Donc, si aujourd'hui, au Sénégal, au Mali, dans tous ces pays-là, on parle de la religion musulmane, tant mieux. Mais bon, on ne peut pas quand même se comporter comme des Arabes parce que ça fait partie de leur mœurs. Nous, les Africains, on doit nous imposer n'importe quoi. Je vous remercie. Merci, monsieur. Alors, on va répondre à sa question. Est-ce que les Touaregs sont d'origine malienne? C'était bien cela sa question. Oui, absolument. Il n'est pas le seul à se la poser. Sur la charia, alors, il est des femmes musulmanes qui ne pensent pas que la charia est la meilleure des choses non plus. C'est important de le rappeler. Alors, les Touaregs, en fait, sont positionnés sur 3 pays. Le Niger, le Mali, et une partie aussi l'Algérie. Et ces Touaregs-là, évidemment, ils sont maliens, mais ce sont des nomades. Les Touaregs sont des nomades. Et on a toujours vécu ensemble au nord. Mais il n'a jamais existé un empire Touareg. Il a existé un empire Songhai. Parce que dans le Nord, il n'y a pas que des Touaregs. Monsieur, vous avez raison de nous poser la question. Dans le Nord, nous avons des Songhai, nous avons des Maures, nous avons des Peuls, nous avons des Bozos, c'est-à-dire les pêcheurs. Nous avons des Peuls. Ce n'est pas les Touaregs dans ce Nord-là constituent, par rapport à la population du Nord, constituent à peu près 5% de la population du Nord. Et si on prend le Mali dans son ensemble, il constitue à peu près 1% de la population malienne qui est de 16 millions de... environ 15 millions d'habitants. Environ 15 millions d'habitants. 1 million 240 000 km². Ils sont maliens, mais cela ne leur donne pas le droit de prendre des armes, de vouloir... Ce sont des Maliens à 100% parce que quand les frontières ont été tracées à la règle... Ils étaient déjà maliens. Nous allons partir, pardonnez-moi madame, en Arabie Saoudite avant de revenir sur le plateau. Monsieur, bonjour. Allô, allô? Monsieur en Arabie Saoudite, bonjour. Je pense aussi qu'il est parti. Les femmes sont bavardes. Elles doivent refaire le monde. Alors, vous voyez, il faut être patient. Oui. Dans la constitution du Mali, je ne suis pas historienne, mais je sais qu'il y a eu quand même 3 empires. L'empire du Mali, l'empire Mandingue et l'empire Songhai. Donc, l'empire Songhai, c'est le nord. Ça regroupe tous les territoires nord-mali. Donc, les Touaregs, il y a eu des Touaregs qui ont toujours quand même vécu au nord. Jusqu'à ce qu'on dit même qu'au nord, chaque famille Sorey a sa famille Touareg. Parce que puisque les Touaregs ne sont pas sur place, ils ne restent pas sur place. Ils viennent pendant des saisons. Ils viennent et chaque Touareg qui vient a sa famille Songhai. Il va là-bas. Il y a à manger, il y a des habits, il y a tout quoi. On a toujours cohabité ensemble, on a toujours vécu ensemble. Donc aujourd'hui, on ne peut pas comprendre qu'il y ait un empire Songhai et que c'est des Touaregs qui n'étaient même pas sur place, qui viennent envahir tout cet espace du Nord pour dire que tout ce Nord-là, tout cet espace-là nous appartient, alors qu'on n'a jamais entendu parler quand même d'un empire d'Azawad ni un empire Songhai. Et pire, les gens aujourd'hui qui font la rébellion, qui disent aujourd'hui qu'on veut le Nord Mali, on ne peut pas venir dire que je veux ma partie, et en même temps aller recruter des mercenaires d'origine étrangère, comme des mercenaires tchadiens, des mercenaires somaliens, des mercenaires libyens, pour venir récupérer un territoire. Soi-disant un territoire qui t'appartenait. Un territoire qui appartient on fait la guerre entre nous. On fait la guerre entre nous pour occuper mon territoire, mais pas pour aller recruter des mercenaires étrangers pour venir récupérer une partie d'un pays qui ne leur appartenait pas. Et c'est quand même inadmissible. Et s'ils veulent un territoire, c'est pas en détruisant. Parce que les villes aujourd'hui du Nord sont détruites. Il n'y a plus rien. Ils ont tout détruit. Ils vont gouverner quoi? Et puis par-dessus le marché, leur propre population des Touaregs sont en exode, ils sont partis. Ils ont été déplacés parce qu'ils ont fui la guerre. Je ne peux pas comprendre quelqu'un qui dit je voudrais un territoire, c'est pour moi le territoire, et que vous détruisez ce territoire-là et que vous jetez la population de ce territoire-là hors de ces territoires. Donc il y a problème. Et en plus, ils savent pas ce qu'ils font. Et puis le mouvement qui avait commencé cette rébellion-là pour dire que nous voulons l'indépendance du Nord Mali, le mouvement national de libération d'Azawad, et aujourd'hui pratiquement écarté.
Au Mali, on n'entend même plus parler de ce fameux MNLA. C'est les islamistes qui ont pris tout le territoire. Ils les ont pratiquement chassés, ils les ont écartés. En fait, ils les ont même écartés. Donc, ils sont venus en fait perturber, le pays pour rien du tout, pour absolument rien du tout. Sauf qu'ils n'arrivent pas à atteindre leurs intérêts puisque eux-mêmes sont écartés par les islamistes. Eh bien, l'arroseur arrosé. Nous allons prendre madame au téléphone. Bonjour. Oui, bonjour. Vous deviez être avec nous sur le plateau, alors. Oui, malheureusement, je n'ai pas pu pour des raisons toujours de santé, Lady. Donc, bonjour à vous. Bonjour. Merci à mes sœurs qui sont sur le plateau, qu'elles sachent qu'elles sont bien soutenues, que toutes les femmes de la diaspora malienne, mais surtout de la diaspora africaine, sont avec elles. Merci. Qu'aujourd'hui, l'Afrique, par le Mali, est touchée dans son cœur, dans son âme, et que c'est la révision de toute une politique, de toute une nouvelle politique, de géopolitique pour mieux se servir des ressources de l'Afrique, de l'uranium, du pétrole. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on oublie le sens de ce plan, de cette stratégie qui a été déjà élaborée depuis un certain temps, depuis la chute de Kadhafi. Et aujourd'hui, ce sont les femmes encore, comme j'aime à le dire, malheureusement, qui payent le plus lourd tribut. Combien de viols, combien de sang, combien de larmes, combien de colère, combien d'humiliations, d'errance pour que les soi-disant pays démocratiques qui se battent, d'après ce qu'ils disent, pour la démocratie. Est-ce que la démocratie serait un luxe pour l'Afrique? Est-ce que la démocratie serait un luxe pour la femme africaine qui se trouve aujourd'hui dans cette région du nord du Mali, et plus précisément à Gao, dont on n'entend pas parce qu'on montre quelques images de Tombouctou, mais on ne montre pas Gao, on ne montre pas Kidal. Et surtout Gao, là où les femmes sont violées, battues. Et on ne voit rien. Et ça, pourtant, les médias aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on est capable d'aller chercher l'information où on veut. On peut aller chercher en Afghanistan, on peut aller chercher en Syrie, on peut aller chercher ailleurs, mais en Afrique, au Mali, dans ce grand désert, qui est abandonné aujourd'hui par tous, alors là même qu'on sait que c'est pour des raisons économiques. Aujourd'hui, la France de Sarkozy veut imposer, si vous voulez, un fédéralisme au Mali. Les lignes et les pourtours sont déjà comptées. On nous impose à travers la CEDEAO, à travers un président qui est Alassane Dramane Ouattara, qui est le président aujourd'hui de la CEDEAO, aujourd'hui un fédéralisme où les Maliens, où le peuple malien qui souffre n'a rien demandé. On leur impose ce fédéralisme au nom de quoi? Juste pour mieux profiter de l'uranium, du pétrole de la sous-région. Ce n'est qu'un début. Malheureusement, les pays africains n'arrivent pas à se mettre d'accord. Sinon, le Mali est signataire de toutes les conventions internationales. Et ces conventions doivent régir la gestion de ce conflit aujourd'hui. Mais qui lève le petit doigt pour protéger ces femmes et ces hommes et ces enfants du Mali qui ont toujours vécu dans l'harmonie, dans l'entente? Et je suis assez désolée que moi, ma partie du Nord, que j'ai hérité de ma famille, qu'on me dise demain, je sois partagée entre le Nord du Mali, parce que je suis, de par ma grand-mère, originaire d'Arawan, et qu'on me dise je dois aller demain dans la République, entre guillemets, imaginaire de l'Azawad, que je sois obligée d'aller demander un visa. Au nom de quoi? Qui peut demander ça? Le peuple Touareg, mes consoeurs l'ont dit, mes sœurs l'ont dit. Les Touaregs, ils sont combien? Pourquoi ne pas choisir le voie de la référendum à ce moment-là, qu'on demande au peuple français? Si ces pays donneurs de leçons sont capables de nous dire, aujourd'hui, il faut aller à la démocratie, pourquoi ne pas proposer un référendum? C'est aussi simple que ça. Si les femmes veulent la charia, Tombouctou, c'est la ville de 333 saints. Du 7e jusqu'au 12e siècle, les écrits sont encore dans le centre Ahmed Baba. Pourquoi Ansardine est parti avec tous ces écrits-là jusqu'à ce que la directrice de l'UNESCO demande appel au secours pour qu'on conserve, qu'on récupère ces dossiers? Parce qu'il y a des écrits qui sont dedans. Il y a des informations qui sont dedans. L'islam, on ne veut pas dire qu'on viendra imposer à Tombouctou ou qu'on viendra l'imposer au Mali. Parce qu'avant l'islam, il y avait déjà les croyances traditionnelles. Il y a eu les différents empires qui se sont succédés, des cultures qui sont là, qui sont tolérées, où tout le monde vit ensemble.
pourquoi au nom de cette grande diversité, que l'exemple que le Mali avait donné à tant de monde, je ne parle pas par rapport à sa démocratie, la gestion de ces 21 ans de démocratie, de mascarade de démocratie, mais je parle de ce mieux vivre là ensemble que nous avons donné à tout le monde. Nous étions épargnés de ça, si ce n'est aujourd'hui que le plan stratégique de M. Sarkozy, à travers le même ministre des Affaires étrangères qui était aux commandes quand le génocide rwandais s'est passé, et aujourd'hui, à la vue au-dessus de tout le monde, on est en train de préparer un Rwanda bis. Parce que si les Touaregs prennent leur indépendance, qu'ils veulent imposer la charia, qu'ils veulent imposer, il va y avoir un gros conflit parce que les autres ethnies qui habitent là-bas, qui sont en majorité, ne se laisseront pas faire malheureusement. Et c'est encore des femmes, des larmes des femmes qui vont pleurer encore. À quand on va refuser la course aux armements et la course à la domination du monde par les hommes, qu'on donne un peu le pouvoir à nous les femmes, qu'on essaie de voir ce qu'on saura en faire avec. Vous comprenez pourquoi on avait besoin de vous sur ce plateau, mais la magie du téléphone a permis que cela soit possible. En tout cas, merci encore pour votre intervention. Alors, on va peut-être voir Gao en image. Madame a dit on ne voit pas Gao. On va peut-être voir Gao. On avait aussi un homme, Mokobe, en image qui s'est exprimé sur la question VRA. Cela tout à l'heure. Alors, on a à ce stade de l'émission, d'ailleurs, je ne vais pas compter maintenant, je compterai seulement à la fin. Et la fin n'est pas loin, d'ailleurs, me dit-on. Alors, un rappel, exactement, l'affiche, pour vous rappeler que c'est demain à 18 h au Quai d'Orsay. Le métro, c'est station de métro invalide, ou alors RERC invalide. Ne manquez pas donc d'être présent, que vous soyez homme ou femme, malien, malienne, ou alors venu même de la Lune. Toutes les personnes, le communiqué de presse indique que les hommes et les femmes épris de paix et de justice, et nous ne doutons pas que vous ne le soyez, épris de paix et de justice. Merci de vous rallier à cet appel des femmes, même si ce n'était pas votre groupuscule initialement, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de groupes, beaucoup de sigles que même moi je n'arrive pas à retenir, FNRC, CLN, MNLA, on ne sait plus, tout le monde a un sigle, mais ce qui est important, c'est cette cause qui est commune. Quelqu'un l'a dit d'ailleurs tout à l'heure, hier la Côte d'Ivoire, on a entendu ce que vous avez décrit, c'est ce qui s'est déjà passé avec des mercenaires qui venaient de partout. C'est le triste sort aussi des mercenaires que de venir de partout ils peuvent pour aller empoisonner un autre coin de la planète. Et peut-être que si l'Afrique, à l'appel des femmes, commence à prendre le pli de ces mobilisations, le pli de ces implications, et en cela je vous remercie d'être sur ce plateau, au moins que l'on sache que ce n'est pas qu'une affaire d'hommes et que les femmes peuvent participer à ces processus de réconciliation, dit-on, avant que l'heure ne soit beaucoup trop grave. Nous allons prendre monsieur en Moselle au téléphone. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, madame, moi je vais poser juste une petite question. Oui, allô? Allez-y, monsieur. Concernant du Mali, le Nord, je voulais poser une petite question. Bon, parce que pour moi, ça me fait pleurer quand je regarde des émissions comme ça. J'écoute des émissions comme ça me fait pleurer, quoi. Donc, concernant les Saria, les consorts, bon, pour moi je trouve tout ça c'est négatif. Ils mélangent des choses qui n'ont pas d'importance, quoi. Bon, parce que tous les problèmes du Nord, ça vient. Les ressources, c'est la France qui l'a amené tous les problèmes, parce que c'est eux qui sont chassés Kadhafi. Donc, les rebelles, là, ils sont partis aller au Mali. Bon, maintenant, je vois les Français, ils disent que le Mali, leur problème, ça les cause. Ils ne veulent pas aider les Mali militairement. Bon, moi, je trouve que tous les problèmes, c'est la France. Et Alassane Ouattara, plus ATT, donc... Mais quelle est votre question, monsieur? Vous aviez une petite question, disiez-vous. Quelle est votre question? Pardon? Quelle est la question que vous vouliez poser? Vous disiez, vous aviez une petite question. Au Saria, là, parce que les Saria, donc, ils disent ça, ce qui fait que les femmes, violer les femmes, tout ça, c'est... Moi, je trouve que la Saria a condamné, l'islam a condamné tout ça de faire mal à quelqu'un d'autre, quoi. Mais est-ce que les femmes sont de quelqu'un seulement? C'est là la vraie question, parce que si on ne les considère pas comme des êtres humains, alors bien évidemment, on risque d'avoir envie de leur faire ce qu'on voudrait. Alors je précise quand même que l'islam, pour le peu que j'en sais, n'indique pas de violer les femmes, non. La charia, peut-être de vouloir les protéger au-delà de ce qu'elle voudrait et de ce qu'elle demanderait, dit-on, et ne pas prendre leur avis de femme
en compte. Alors, merci monsieur pour votre appel. Alors, oui, c'est les bandits. Ceux qui violent, ce sont les bandits qui ont infiltré certainement le MNLA, parce que les membres du MNLA, les jeunes du MNLA, il y en a eu qui ont eu la tête coupée, parce que c'est en Sardine, justement, qui leur ont coupé la tête pour avoir violé. Donc, comme le monsieur il dit, la charia, ça protège quelque part. Ils ne font pas protéger, c'est un grand mot. C'est-à-dire oui, et de quoi d'ailleurs faut-il protéger les femmes? Voilà, exactement, c'est ça. Mais ce sont des bandits qui sont parmi le MNLA, qui violent et qui font des exactions sur les femmes. Et ça, c'est le MNLA qui a permis l'entrée de ces gens-là, Al-Qaïda en Sardine, le Boko Haram du Nigeria. C'est ce groupuscule Touareg que constitue le MNLA qui a été soutenu par la France, parce que c'est ici en France que le MNLA a été quand même créé et soutenu, comme tu le dis, reçu par le... Occuper tout l'espace médiatique. Alors oui, Kadiatou. Moi, j'ai répondu un peu sur ce que le monsieur a dit. Monsieur, séchez vos larmes. Hein. Monsieur dit, ça lui met des larmes aux yeux. Alors, nous, tout pleure, c'est toujours émouvant. Séchez vos larmes. Les femmes ont noué le pagne autour des reins. Elles veulent reprendre la situation en main. Voilà. Alors. Donc, tout cela, que ce soit la charia ou tout ce qui est en train de se faire, c'est n'importe quoi. Parce que si c'est la guerre des ressources, moi, je crois qu'il faut épargner la population. Le sous-sol malien n'a jamais été pauvre. L'or du Mali suffirait vraiment pour nourrir, en tout cas pour subvenir. Je croyais que vous alliez dire pour habiller toutes les familles. Prenez les exemples que vous pouvez. Vous aviez une bonne nouvelle. L'or du Mali suffirait pour parer toutes les femmes de bijoux. Non, c'est pas ça. Mais l'or du Mali est exploité et transporté. Les Maliens n'en profitent pas. Mais voilà. Et pourquoi aujourd'hui, pour l'exploitation du pétrole et de l'uranium au Mali, on doit massacrer la population pour avoir ça? On n'a pas besoin de ça. Nous vivons sans l'or et nous allons vivre sans le pétrole. Donc, il épargne la population. C'est ça. C'est ça que moi je veux. Voilà, je ne sais pas si j'ai tort ou raison. Il n'y a pas de bon conflit. En fait, on ne peut pas quand même prendre des armes pour dire qu'on veut une partie ou bien, je ne sais pas, on veut défendre des ressources sans qu'il y ait quand même des victimes. Non. Il n'y a pas de bon conflit. Il n'y a pas eu de conflit. Du moment où il y a conflit, du moment où il y a armes, du moment où on prend des armes pour défendre quel que soit, je ne sais pas, entre guillemets, les territoires ou je ne sais pas quoi, du moment où on prend des armes, il va y avoir forcément des victimes. Et c'est ce qui s'est passé au Mali. Et tout cela est causé par le MNLA, le fameux MNLA qui existe, le fantôme MNLA. Cet uranium et laisser la population tranquille. Alors, plus que 3 minutes avant la fin, même pas. Nous allons amorcer notre phase d'atterrissage. Allez-y, mesdames. Oui, moi, je voulais dire que le MNLA, s'ils disent que c'est pour prendre leur indépendance, le Mali est quand même un pays démocratique. Quelle que soit la démocratie, comme je l'avais décrit, en tout cas, il y a des partis politiques. Le MNLA, s'ils veulent leur indépendance, ils peuvent passer par les urnes, ils peuvent passer par la voie démocratique. Au lieu de prendre les armes, diviser le Mali. Le Mali, de toutes les manières, est indivisible. C'est les islamistes qui ne veulent pas diviser le Mali. Le MNLA est là, le sigle même indique Mouvement National de Libération d'Azawad. Sauf qu'eux, ils ne savent même pas c'est quoi l'Azawad. Ils ne connaissent même pas l'Azawad précisément. On les donne aujourd'hui la carte du Mali. Ils ne peuvent pas vous indiquer la partie Azawad. Donc eux, ils disent ils veulent la libération, l'indépendance de l'Azawad. Sauf que malheureusement pour eux, malheureusement c'est le mouvement qui a été soutenu sur le plan international, qui a occupé tout l'espace médiatique occidental. Mais malheureusement pour eux aujourd'hui, ils ne sont pas si forts qu'ils le pensaient, parce que c'est les islamistes qui les ont écartés. C'est les islamistes qui sont en train de les égorger pratiquement. Parce que les braquages qui ont été effectués par les MNLA sur la route de Gao-Bamako, c'est fait par des gens de MNLA, dont un a été égorgé par les islamistes. Donc des gens qui ont volé, qui ont pillé des maisons, qui ont pillé l'hôpital et consorts là. Ceux qui ont été retrouvés par des islamistes, il y en a des gens qui ont été martyrisés par des islamistes. Donc eux-mêmes aujourd'hui ne détiennent plus le pouvoir. C'est-à-dire qu'ils n'existent que
en Occident, il n'existe que sur des médias, sinon sur le plan réellement sur le terrain, ils n'ont la main mise sur rien. Alors, nous allons finir, mesdames, si vous êtes d'accord, une petite image justement de manifestation, un visage, on a l'impression que c'est Fantani Touré. C'est Fantani Touré, féministe, militante, justement à une manifestation. Brièvement, regardez ce qu'elle en dit. Regardez avec nous, à tout de suite. Je suis là, comme tous les Maliens, parce qu'on n'a pas aimé le coup d'État chez nous. La démocratie du Mali était en avance sur les autres pays d'Afrique. Et là, ils ont bafoué notre démocratie. On n'a pas d'accord. Voilà. Voilà, merci Fantani Touré. En tout cas, les femmes ont de l'énergie, quel que soit leur positionnement. Elle a dit voilà, voilà. Nous vous disons voilà. N'oubliez pas la grande manifestation de soutien avec les femmes maliennes. L'affiche que je voudrais vous rappeler, rendez-vous demain à 18 h. Ne manquez pas à cet appel qui vous est lancé. Soyez présents au sitting, c'est au Quai d'Orsay, jeudi 19 avril à 18 h. Des femmes maliennes de la diaspora africaine en France contre les viols et les actes de barbarie, bien sûr, contre la charia, mobilisation pour ramener l'ordre. Je voudrais vous remercier d'être venu. Il y a aussi le concert pour collecte de fonds pour aider les familles, éprouver les familles déplacées. C'est à Montreuil, parc Montreux. Si vous avez une affiche, envoyez-nous l'affiche pour qu'on la montre à nos téléspectateurs. J'ai une dernière question pour vous. Vous nous disiez au début de l'émission, il y a combien d'appels en général? Alors là, j'en ai compté 10, 11, 12, 13 appels. Ça ira pour vous comme ça, 13 appels? Déjà, 13 appels, oui, de femmes. Merci. Vous remercions très sincèrement de nous avoir invités. C'est nous qui vous disons merci. Et la nuit va tomber sur le village de Lady vous écoute. Merci à vous qui avez activement participé à cette émission. Rendez-vous dans notre édition de demain. Au revoir. Au revoir.